Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent pour la troisième fois Dr Choguel Kokala Maïga, président du comité stratégique du mouvement du 5 juin. Docteur, merci de cette troisième comparution devant notre auguste jury. Merci bien. M5 RFP. Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. C'est l'appellation. Le détail est important. Oui. Okay. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta, directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. El Hadji Chana Takiou, directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonsoir Chana. Bonsoir Barou. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la 98.1 FM ou la radio Renouveau FM. Docteur, vous avez des remarques sur la composition du jury? Bon, c'est un jury connu et reconnu, me semble-t-il, dans l'espace médiatique et politique. Bon, ça fait l'expérience s'accumule. C'est aussi important souvent. Okay. Parce que quand vous regardez la qualité des débats, je pense que de plus en plus d'auditeurs et de téléspectateurs s'organisent pour suivre vos débats. Et ça, c'est dû aussi à la qualité des membres du jury. Merci, Abdraman. Bon, il n'est plus à présenter. Okay. On connaît bien, les préjugés lui sont favorables. Si vous avez des attentes particulières ce soir? Bon, pas d'attentes particulières. Je sais que Choguel Kokala Maïga reste toujours ce qu'il a été. Donc, il a quand même l'air fatigué ce soir. Hein? Bon, je pense qu'il ne va pas jouer outre mesure sur ses capacités et ses qualités qu'on lui connaît et qu'on lui reconnaît nous aussi. Chana? Ben, Choguel, je le suis depuis octobre 1996 où je commençais le journalisme. Je sais que c'est un homme de conviction, un homme engagé, qui dit les choses sans langue de bois et sans porter de gants. Okay. Et c'est ce Choguel Maïga que je voudrais avoir ce soir, parce que l'actualité aujourd'hui est riche. Je voudrais qu'il nous parle sans langue de bois et sans gants. Et mon acquittement dépendra vraiment de cette conduite. Okay. Docteur. Et de quoi dépendra ta condamnation? On le verra. On le verra. Docteur, première question de l'émission Actualité oblige. Notre pays, le Mali, n'a pas été épargné par la deuxième vague de ce que le monde appelle la Covid-19. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette deuxième vague déjà par nos autorités? Dans la foulée, le président de la transition était annoncé pour une adresse à la nation, mais qui n'a finalement pas eu lieu. Quel commentaire faites-vous de la gestion de cette deuxième vague par les autorités? Merci bien. Je voudrais d'abord prier le bon Dieu pour que notre pays, les citoyens maliens, puissent être davantage épargnés. Cette maladie, vous savez, a déstabilisé même les pays les plus puissants. A fortiori, un pays comme le nôtre, qui a des faiblesses structurelles, mais surtout qui est en crise sécuritaire, économique et financière. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est que les Maliens soient épargnés, que les uns et les autres respectent les mesures de précaution édictées par les autorités et les médecins pour avoir le moins de dégâts possible dans le pays. Pour le reste, on peut certainement critiquer le gouvernement parce que toute action politique d'une autorité peut être critiquée, mais en l'espèce, personnellement, je pense qu'il faut être indulgent parce que, comme je dis, les pays les plus puissants n'arrivent pas à maîtriser cette maladie. Maintenant, il y a des façons de faire qui peuvent être critiquées. Par exemple, moi j'ai vu le ministre de la Santé distribuer des masques dans le marché. Bon, quand on imagine que c'est des masques à usage unique, ça veut dire que 3 heures après, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, je ne crois pas que la lutte contre le Covid va passer par ça. Okay. Le chef de l'État, je pense qu'il y a eu une maldonne. On peut attribuer au début de tout enfant, comme la transition l'est, du titillement.
Sinon, ça a un peu gêné tout le monde. Ce qui s'est passé, qu'on enregistre un discours, qu'on le censure, qu'on le coupe, après on ne le voit pas, ensuite on le voit dans la presse écrite. Bon, c'est un peu gênant, mais je compte de l'inexpérience. Cette question, vous avez quand même un lien particulier avec le Covid, puisque c'est vous qui avez parlé à l'époque du député coronavirus, et puisque vous pensez que les élections ne devraient pas être organisées dans la situation où on se trouvait avec la menace de la Covid-19. Et aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce que les autorités d'aujourd'hui devraient faire pour épargner les masses de ce péril-là? Vous faites bien de rappeler le 25 mars 2020. Effectivement, l'ancien président s'était adressé à la nation. J'ai tout de suite réagi en disant qu'il a raté une occasion pour tenir un discours de consensus. Parce que ce jour-là, on se rappelle que dans tous les pays du monde, en France, en Russie, des élections présidentielles en Amérique latine, tous les pays ont reporté les élections. Si ce jour-là, il avait reporté les élections à cause du Covid, ça m'étonnerait qu'il se trouvait quelqu'un de crédible qui allait le critiquer. Mais il avait choisi la voie, j'avais dit en son temps, de l'aventure, et j'avais dit qu'il sera seul responsable devant les Maliens, devant l'humanité de ce qui va advenir. Je crois que s'il savait que mais la après finalité... ça, vous êtes vous-même rendu responsable de la même chose, puisque vous avez rassemblé les gens plusieurs fois. C'est des places publiques qui auraient pu être un vecteur de contamination. Oui, je vais terminer le raisonnement. C'est que ce jour-là, j'avais dit qu'il faut qu'il fasse attention. Je suis convaincu que s'il savait que ces élections allaient être l'étincelle qui allait mettre le feu aux poudres pour les renverser, il allait les reporter. Ils avaient pris des mesures annoncées dont on n'a pas vu la suite. Son premier ministre disait même Covid ou pas, on va tenir les élections. J'avais critiqué la façon dont ils avaient géré au début. Les autorités d'aujourd'hui, en vérité, on peut les critiquer, mais personnellement, je pense qu'il faut leur donner beaucoup plus de conseils que de les critiquer. Aujourd'hui, c'est ce que je pense. Oui, Monsieur le Président, vous avez parlé d'indulgence. Je ne retrouve pas le Choguel Maïga que je connaissais récemment. Indulgence. Dans une condamnation. Indulgence envers les autorités actuelles, alors qu'hier, vous étiez radical. Qu'est-ce qui explique ce changement radical aussi? Je n'ai pas changé. En matière de la gestion des... Du Covid, il demande d'être indulgent envers les autorités actuelles, alors qu'hier, il était le plus radical. Il manifestait lui-même à participer à la distribution du coronavirus à travers les nombreuses manifestations qu'il avait organisées. Il va vous répondre. Ne confondez pas les choses. Ce jour-là, j'avais protesté contre le fait que le chef de l'État n'a pas reporté les élections, alors qu'il y avait le Covid qui était annoncé ce jour-là. Aujourd'hui, les autorités actuelles ne sont pas Après ça, vous avez fait pire à travers vos manifestations. Bon, de toutes les façons, à travers nos manifestations, on a vu que ce n'est pas nos manifestations qui ont appelé la deuxième vague. La deuxième vague est intervenue en décembre, novembre-décembre. Nos manifestations sont finies depuis août. Donc il n'y a pas de lien entre ces deux-là, objectivement. Maintenant, je dis les nouvelles autorités ne sont pas responsables de la propagation aujourd'hui. Parce que la deuxième vague, là, c'est un peu partout. Oui. Il n'y a pas de mesures qu'elles devaient prendre qu'elles n'ont pas prises. La mauvaise gestion des hôpitaux, je pense que... Quand ils permettent d'organiser les maulouds un peu partout, des masques. Actuellement oui, les maulouds. Récemment. Les maulouds ont précédé ça s'est passé sous les autorités actuelles. De toutes les façons, vous savez là où elles sont... Est-ce que vous n'êtes pas dans la complaisance, Monsieur le Président? Non, moi je pense honnêtement qu'aujourd'hui les autorités actuelles ont d'autres chats à fouetter que d'interdire les maulouds de rentrer dans des conflits avec la population. La santé avant tout. La santé avant tout. De politique, il faudrait être... Quel autre chat on peut avoir à fouetter? Est-ce que vous rappelez Est-ce que vous rappelez que le gouvernement en son temps avait déclaré le couvre-feu et des mesures d'urgence qu'il a fini par suspendre? Sous la pression. Donc les nouvelles autorités qui sont déjà sous la pression du M5, du pouvoir, de la rébellion, de tous les autres problèmes, certainement... ils sont excusables à cause de la pression. Les mêmes problèmes existaient plus qu'hier. Vous n'avez pas été indulgent. La seule différence, c'est que les autres avaient la possibilité d'annuler les élections à un certain nombre d'activités qu'ils n'ont pas faites. Aujourd'hui, qu'est-ce que les autorités l'ont fait? Il n'y a pas d'élection en vue tout de suite.
qu'est-ce qu'ils vont interdire? Ils concentrent leur énergie. Ils ne pouvaient pas suspendre les Mawlouds pour cette année. Les Mawlouds. Oui, vous savez, la suspension de mobiliser les fonds parce que on va parler parce que nous sommes même en suspension. On va parler de kit. Allez-y, monsieur le président. Je disais que la suspension des Mawlouds et des grands rassemblements religieux, c'est plus facile d'en parler quand on n'est pas à la décision. Moi, je ne sais pas de quel levier ils disposent pour les interdire, parce qu'il faut savoir aussi, quand un gouvernement prend une décision, il faut qu'il ait les moyens de le faire appliquer. Ok. Moi, c'est ça que donc vous, à leur place, vous n'allez pas le faire. Non, je ne suis pas à leur place, je ne peux pas dire. Si j'étais à leur place, il y a des données dont je ne dispose pas. On va parler du front social qui est instable depuis un certain temps, parce que depuis ces 14 décembre, le Mali vit au rythme d'une grève de 5 jours, mise en branle par l'Union nationale des travailleurs du Mali. Votre commentaire et lecture par rapport à l'attitude des partis, les syndicats et le gouvernement d'un côté. Plus loin, peut-être le président de la transition qui a jeté cette petite phrase sur la figure des syndicats. Il n'a pas manqué même de traiter certains des malades mentaux. Vous savez, sur ça, il faut mettre bas la terre. Premièrement, au plus fort de la lutte du M5, vous pouvez demander à ceux qui sont autour de moi avec lesquels j'échange. Je leur ai toujours dit que même après le départ de Ibeka, les crises multidimensionnelles que nous vivons n'auront pas de solution immédiate. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que le peuple sente clairement une volonté d'amélioration par étapes dans la logique du changement. Mais penser que dès que le pouvoir change, tous les problèmes vont être résolus, c'était illusoire. Je l'ai toujours dit. Quelqu'un m'a même un jour reproché en me disant, mais si c'est ça, pourquoi vous demandez le départ de Ibeka? J'ai dit, parce que si Ibeka reste selon moi, ça va continuer à s'empirer. S'il part, on va aller d'amélioration en amélioration. Les revendications des syndicats, quel que soit le gouvernement qui sera en place aujourd'hui, il n'aura pas de solution. C'est la même complaisance que Chana de Non, laissez-moi terminer. Les demandes des syndicats, aucun gouvernement ne peut les satisfaire. Deuxièmement, les demandes syndicales ont vocation à ne pas être satisfaites. La différence aujourd'hui, c'est que c'est la façon de gérer les relations syndicats-gouvernement. Je vois aujourd'hui à travers des réseaux sociaux qu'on mobilise des gens pour insulter l'UNTEM, pour vilipender l'UNTEM, pour s'attaquer aux syndicalistes. Je pense que ce n'est pas comme ça que le gouvernement doit résoudre les problèmes. Le gouvernement doit faire face aux syndicats et discuter. Ce que j'ai appris dans la presse, moi je n'étais pas là. Lorsque des syndicalistes viennent dans une discussion et qu'un ministre leur dit, bon, vous savez, nous on n'a pas les moyens, de toutes les façons, il faut que vous le sachiez. Mais un syndicat, quand vous le traitez comme ça, qu'est-ce que vous attendez de lui? Mais il va considérer que vous le méprisez, que vous ne le considérez pas. Un partenaire, la première des choses dont il a besoin, c'est de la considération, de la compréhension et du caractère légitime de ses revendications. Il faut commencer par ça d'abord. Après, maintenant, vous dites ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas. Mais si vous lui donnez le sentiment dès le départ que ces revendications ne sont pas légitimes, vous les traitez avec mépris, vous mettez les réseaux sociaux pour les insulter, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Mais ils vont rentrer en rébellion contre vous. Sur cette sorte donc de c'est une question de compréhension des missions d'un gouvernement. Okay. J'ai dit que le gouvernement a un problème de légitimité et de capacité de comprendre et de résoudre les problèmes. Sinon, dire aujourd'hui que tout ce que les syndicats demandent, ils peuvent l'avoir, ils ne peuvent pas l'avoir, moi je préfère de le dire. Mais la façon dont ils traitent les syndicats, moi je n'étais pas dans les réunions, mais ce que je vois dans la presse, on ne peut pas traiter un syndicat comme ça et penser que vous allez vous entendre. Même si vous êtes prêt à tout lui donner, si ce n'est pas donné dans la considération, le conflit va continuer. Si j'ai bien compris, rentrer en conflit en permanence avec les syndicats. Si j'ai bien compris, vous traitez le gouvernement d'incompétent et d'illégitime. Mais on va arriver dans ce débat. Moi, je ne cache pas mes opinions. En attendant, un gouvernement a besoin de deux choses. Il faut qu'il soit légitime. Il tire sa légitimité soit d'une élection, ou si c'est une insurrection, soit de l'insurrection. Vous connaissez notre opinion sur la façon dont le gouvernement a été constitué. Nous avons dit que nous sommes dans un régime militaire oligarchique. J'avais dit ici que
l'une des raisons pour lesquelles on s'est révolté contre le régime de Ibeka, c'est parce qu'il y avait une oligarchie qui avait pris le pays en otage. Une oligarchie, c'est quoi? C'est un pouvoir qui est concentré dans les mains d'un petit groupe ou d'une famille puissante, qui ignore les règles, qui ignore les lois, qui en fait à sa tête. Okay. Aujourd'hui, quand vous regardez, c'est le groupe, il y a un groupe de militaires qui se réunit, qui décide de désigner un président, qui décide de désigner un premier ministre, qui décide de désigner un gouvernement, qui décide de désigner des députés. Mais c'est une oligarchie. Ok, en attendant... Donc quand on est nommé dans ces conditions, il y a une question de légitimité qui se pose. Sur cette sortie, s'il vous plaît, sur cette sortie... Quand un ministre... compétence, je précise bien, je ne parle pas de compétences techniques. Je dis ce que je vois dans la presse et qui n'a pas été démenti. Lorsqu'un ministre vient négocier avec un syndicat, pourquoi vous mettez l'accent sur le ministre alors que le président de la République lui-même... Non, vous allez venir au président. Cette sortie du président. Le président n'a pas négocié avec les syndicats. Je parle d'abord du ministre. Non, mais attendez, vous pouvez venir. Mais laissez-moi finir avec le ministre. Très rapidement. J'ai dit pour moi, allez-y. Quand un ministre vient devant un syndicat et il lui dit nous on n'a pas d'argent, ce que vous voulez on ne peut pas l'avoir. Ensuite on met les réseaux sociaux des gens qui sont à l'extérieur, certains on leur paye de l'argent pour... Mais est-ce qu'il n'est pas... Venez à la question du président à part. Justement. Quand un président les traite de malades mentaux. Concernant le président de la transition, je pense, moi je serais à sa place, ou je serais ses conseillers. Les débats sur ces questions-là, il aurait conseillé de ne même pas le faire. D'abord, des questions sensibles comme ça, ce n'est pas nécessaire de mon point de vue d'aller les exposer à l'extérieur. Deuxièmement, le rôle du président, c'est d'être le recours. Le dernier recours. Le dernier recours. À partir de ce moment, on ne peut pas lui conseiller d'intervenir dans le conflit en cours de route. Mais vous savez, je crois que le principal problème que le gouvernement actuel a, les autorités actuelles, parmi les principaux problèmes, j'ai parlé de la question de légitimité, on y reviendra quand vous allez parler de la mise en place des autorités de la transition. Il y a un manque d'expérience aussi. Parce que les conseillers autour d'un président, c'est pour le conseiller. Vous avez vu l'histoire du discours sur la Covid. Quels sont ces conseillers qui laissent parce que le président ne s'est pas levé comme ça pour faire un message. Il y a toute une masse de personnes qui travaillent autour de ça. Mais ça veut dire qu'ils ne jouent pas bien leur rôle. Même la rencontre avec la communauté malienne, il y a des gens qui l'ont organisée. Oui. Il y a des gens qui quand même font les termes de référence autour du président pour dire voilà les sujets importants dont il faut parler. S'il y avait des conseillers, en tout cas s'ils étaient pressés de lui dire ce sujet est sensible, monsieur le président. Si vous voulez en parler, est-ce qu'on ne veut pas dire la même chose d'Ibeka? C'est parce qu'il n'avait pas de conseiller. Il a parlé avec son cœur. Ibeka d'abord était en fonction depuis plus de 20 ans dans les hautes fonctions politiques. Plus de 7 ans président. Okay. Donc il n'est pas excusable comme... Non, en tout cas, il y a des erreurs qui se seraient transformées en faute quand c'est lui. Quand c'est les autres qui sont nouveaux, on peut dire que c'est des erreurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que le président a fait. Je ne suis pas d'accord et je suis en train d'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Okay. Vous ne pouvez pas dire que c'est complaisant. Allez-y, Chana. Oui, c'est-à-dire que... Je suis pas d'accord avec la façon... Toujours concernant les revendications de l'UNTM, il s'agit bien de ça. Vous avez dit sans hésitation qu'on ne peut pas satisfaire les revendications de l'UNTM. Sans hésitation, vous l'avez dit. Même parce que je suis convaincu. Je n'ai pas terminé. Oui. Vous êtes convaincu. Oui. Mais dans un passé récent, il y avait toutes les revendications catégorielles. Oui. Vous encouragiez ces gens-là. Vous disiez que c'est parce que les syndicalistes qui réclamaient chaque jour. Non, il y avait les enseignants. Moi, pas seulement que les enseignants, même l'UNTM, toutes les affaires étrangères, les syndicats des DAF et autres, là, vous dites que c'est parce que le pouvoir... Non, attention. Vous disiez que le pouvoir est incompétent, le pouvoir est corrompu, c'est pourquoi il ne peut pas satisfaire les revendications des travailleurs. Oui. Attention. Aujourd'hui, vous dites clairement que l'État ne peut pas satisfaire les revendications des travailleurs. Attention. Est-ce que vous n'êtes toujours pas dans la complaisance et dans la politique de deux poids deux mesures? Non, on n'est pas dans la complaisance. J'ai été très clair, je vous l'ai dit, vous pouvez demander au niveau du M5. À la phase... Ça, c'est au niveau du M5, mais même dans l'opinion. Dans l'opinion, ce n'est pas le cas. Non, vous ne trouverez aucune de mes déclarations où j'ai soutenu aveuglément un syndicat. Parce que j'ai toujours été conscient que ce que les syndicats demandent d'une façon générale,
l'État n'a pas les moyens de donner satisfaction. Mais quand c'est là, vous faites ce constat, il y a deux choses que vous devez faire. Vous devez d'abord donner l'exemple. Quand vous dites aux syndicats qu'il n'y a pas d'argent, il faut montrer aux syndicats que le train de vie de l'État a baissé. Oui. Si vous ne réduisez pas vos revenus, les syndicats comparent avec ce qu'il y a dans les pays à côté qui ne sont pas plus pauvres que nous. Ils voient les revenus là-bas 50-60% plus élevés. Mais ils les mettent sur la table. C'est pourquoi je dis que c'est légitime. Vous ne me verrez jamais défendre ce qui est indéfendable. Ce que j'ai défendu à son temps, c'est l'article 39. L'article 39, c'est quoi? C'est le gouvernement qui, pour tromper les enseignants, en février 2018, à la veille des élections, s'est permis de prendre un décret pour promettre quelque chose qu'ils savaient qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a eu des débats au sein du gouvernement. Il nous était revenu que le ministre des Finances d'alors leur avait dit que ce n'est pas possible. Ils ont dit non, c'est l'année électorale, on va passer après les élections, on va voir. Dès qu'ils ont été élus, ils sont venus dire qu'ils n'ont pas d'argent. J'ai dit non, ça ne peut pas marcher. Vous trompez les gens pour qu'ils votent pour vous. Une fois qu'ils votent, vous dire qu'il n'y en a pas. Okay. Ils ont fait ça pendant les élections. Ils ont commencé à distribuer les engrais en retard. À Kaï, les cheminots qui avaient fait plusieurs années, ils n'avaient pas leur retraite. On a commencé à distribuer jeudi, vendredi, samedi, élection dimanche, lundi, l'argent est fini. Mais c'est ce que j'ai condamné. Okay. Sinon, je n'ai jamais soutenu des revendications qui sont difficiles à satisfaire. J'allais en venir parce qu'en réalité, moi, je ne suis pas de ce genre. J'allais en venir parce qu'en réalité, la grève d'aujourd'hui de l'INTEM est un corollaire, quelque part, de l'article 39. Parce qu'en réalité, c'est à cause des disparités et des injustices créées par l'application de l'article 39 qu'aujourd'hui, l'INTEM est dans la rue, quelque part. À cela s'ajoute également les concessions faites à l'enseignement supérieur ainsi qu'aux magistrats. Voilà un peu les choses. Donc c'est un peu moins le fait d'une mauvaise diplomatie, d'une approche diplomatique mal conçue au niveau de l'État que ces situations d'injustice créées et dont ce pouvoir actuel a hérité de l'ancien pouvoir. Si on, vraiment, il faut le dire, puisque pour les magistrats, c'est Ibeka qui a signé les judicatures. Pour les autres aussi, l'article 39, il est sorti publiquement pour en faire une déclaration solennelle quand vous étiez vous-même dans la rue. Mais voyez-vous, vous savez le problème. Est-ce que le pouvoir actuel, comme je dis que envers lequel vous êtes indulgent, n'avait pas tout loisir? Non, mais non, vous paraissez du moins, d'après Chahana. Oui, c'est votre. Parce que vous auriez voulu que je tape sur eux comme l'INTEM, quoi. Je ne suis pas syndicaliste. Non, vous avez parlé d'indulgence. Oui. Pourquoi je dis que. Non, ça c'est concernant le Covid. Indulgent. Concernant le Covid. Concernant ceci aussi. Est-ce que c'est un sujet sensible avec les morts, avec un changement, avec un changement de pouvoir, avec le changement, est-ce que le pouvoir actuel n'avait pas l'opportunité de suspendre certaines décisions dont il avait hérité? Et avec la pression sur ceux qui les ont précédés. Vous savez, pourquoi je vous parle de légitimité? Une décision politique, elle doit être légitime, elle doit être compréhensible, elle doit être acceptée et, si nécessaire, imposée. Ce gouvernement a un problème. Je vous ai dit que le M5, dans ses revendications, j'entends certains dire oui, nous on voulait que Ibeka parte. Après la chute d'Ibeka, rien n'était prévu. Je crois que c'est des gens qui ne lisent pas ce que le M5 écrivait. Parce que nous, on était chargés du volet conception de la notion de changement, du contenu, qu'est-ce qu'il faut faire après. PPR l'a si bien dit sur ce fauteuil-là. C'est documenté. C'est des gens qui ignorent tout. Il y a des gens, vous savez, au Mali qui jouent aux ignares triomphants, qui font semblant de tout connaître, en fait, ils ne sont au courant. Et de qui vous parlez? Tout ça, c'est tous ceux qui disent qu'on n'avait rien prévu après le départ de Ibeka. C'est parce qu'ils ne lisent rien. Et comme ils se font passer pour des gens qui connaissent tout, c'est pourquoi je n'ai pas d'ignare triomphant. Dans ces documents-là, on a dit clairement qu'il faut que l'ensemble des forces politiques et sociales se retrouvent pour faire l'état de la nation. Quand ce gouvernement est venu, s'ils étaient ceux qui ont conçu le changement, comme nous, on allait faire d'abord l'état des finances publiques. Quelle est la réalité? De quoi le Mali dispose? On l'expose aux Maliens et dire, par rapport à toutes vos demandes, voici ce qui est faisable, voilà ce qui n'est pas faisable. Mais ça aussi, pour que les gens croient à ça, il faut qu'ils soient convaincus que vous êtes venus par les voies normales, que vous êtes légitimes. Deuxième chose, même quand vous savez qu'un syndicat demande plus qu'il ne faut, vous dites que ce n'est pas
que c'est juste des commodités de la diplomatie. Non. La façon dont on traite un partenaire est fondamentale dans vos relations. Comme on dit chez nous, la façon de donner est plus importante que ce que vous donnez. On ne peut pas traiter un syndicat national comme ça, comme je vous l'ai dit. Moi, je n'étais pas aux négociations, mais c'est les syndicalistes qui l'ont dit, la presse l'a dit. Donc, tout ce qui avait été conçu par les forces du changement... Moi, je vous dis que ce n'est qu'un alibi que les syndicalistes ont trouvé. Ça, c'est En réalité, la pression au niveau des bases syndicales, ce sont les injustices causées par les concessions faites aux autres... Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ces concessions ont été faites quand ce n'est jamais fait dans une vision globale. C'est toujours quand le pouvoir est acculé ou bien il veut tromper les gens. Les enseignants, je viens de vous le dire, c'est à la veille des élections de 2018 qu'ils ont signé ces décrets pour les utiliser, pour les amadouer, pour les tromper, pour voter pour eux. Okay. Les juges, à un moment donné, ils avaient besoin de la justice. Est-ce que pour autant les enseignants vont voter pour eux? Non, c'est dans ce sens qu'ils l'ont fait. C'est la motivation. Les juges, c'était pour avoir la justice avec eux pour mater leurs opposants. Okay. Est-ce qu'ils ont eu gain de cause? Ah, les juges matent? Non. Mais vous avez vu des gens qu'on a pris, on a jugé en première comparution dans la lutte du M5. Ils ont fait pour faire plaisir aux juges. Est-ce que les juges ont suivi ce qu'ils veulent? Ça, c'est un autre débat. Ils ne l'ont pas fait pour résoudre les problèmes de la justice. Quand vous voulez résoudre les problèmes, un gouvernement, vous ne prenez pas les enfants de la famille, vous appelez Ibrahim, vous lui donnez quelque chose, vous appelez Seydou, vous lui donnez quelque chose, celui qui crie, il vous tape, vous lui donnez quelque chose, vous appelez les enfants de la famille. Vous dites, voilà les revenus dont la famille dispose. Ce qu'Ibrahim veut, c'est légitime, mais on ne peut pas faire cette année. Okay. Ce qu'il lui veut. Et puis, vous traitez de façon globale. Ils n'ont jamais agi comme un gouvernement responsable. C'est okay. ce qu'on a on va vraiment avancer dans le beau discours suffit pour calmer les revendications légitimes. Non, je n'ai pas dit ça, mais c'est un préalable pour aller dans des discussions. Parce que je suis convaincu que les syndicalistes eux-mêmes, on n'a jamais vu un syndicat qui pose 10 recommandations et qui dit qu'il faut les 10. Okay. Certainement, quand il a 6, il va se satisfaire. Okay. Il faut d'abord commencer par discuter. Mais si vous lui dites ce que vous voulez, je ne peux pas le faire. On va parler du M5 vous allez vous quitter. On va parler du M5 après. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que l'INTM a raison, que ceci et là, que tout ce qu'il demande, je suis convaincu que tout ce qu'il demande ne peut pas être fait. Docteur Choguel, question banale, à quand remonte votre dernière conversation amicale avec votre ami et camarade de lutte, Mohamed Ali Bachili? Mohamed Ali Bachili, je ne me rappelle pas beaucoup, honnêtement, parce qu'il y a tellement d'événements dans ma tête, je ne me rappelle pas beaucoup. Il semble que vous avez voulu attenter à sa vie. Bon, vous savez, ici même, et sur d'autres radios, à un moment, j'ai fait l'objet de beaucoup d'attaques. Ça ne finit pas d'ailleurs, ça continue. J'avais dit ceci, moi, je débat des idées, je fais les débats d'idées. Quelquefois, je fais les débats sur les événements, comme ce qu'on vient de faire. Honnêtement, j'ai décidé définitivement de continuer dans cette voie-là. Je ne fais pas de débat de personne. Avec personne. Tous ceux qui sont en train de m'accuser de tout, tous les jours, même dire par exemple qu'il y a des décès dans ma famille, je vous l'ai dit ici. On a dit qu'il y a eu des morts dans ma famille. Monsieur le Président, ne fuyez pas la question. Non, je ne ça fuis fait pas partie de l'actualité. Là, ce n'est pas un débat de personnes. Non, c'est un débat de personnes. Ce n'est pas un débat, non, mais quand même, vous ne pouvez pas le laisser. Ce n'est pas un débat de personnes. Bon, on suppose que vous ne pouvez pas laisser impunément un homme politique public partout. Parce qu'aujourd'hui, ça prend quand même des proportions très dramatiques. Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous allez laisser impunément un homme public salir votre réputation de la sorte, ou bien vous allez porter plainte pour diffamation, chercher à vous blanchir par les voies appropriées? Vous savez, si lui ne porte pas plainte, pourquoi vous ne portez pas plainte pour diffamation? Vous savez, il y a des articles qu'on a écrits sur moi. Il y a des hommes politiques qui ont fait des déclarations ici. Vous avez entendu quelqu'un dire ici qu'il a la preuve que moi j'ai fait des transactions de 300 milliards, qu'ils ont plus de 60 avocats, qu'ils vont aller le 26 septembre, je crois, qu'ils vont déposer le dossier en justice. Vous avez entendu ça? Est-ce que j'ai porté plainte? Mais ici, là, c'est beaucoup plus grave. Non, vous savez... Il a même parlé de caméra. Il a donné des détails qui concourent à vous confondre. Que vous serez même de le regarder dans les yeux. De l'ignorer. Oui. J'ai décidé
de ne pas répondre à tous ceux qui sont en train de porter des accusations. Et de ne pas agir non plus. Agir quoi? C'est moi qui apprécie. Est-ce que vous êtes prêt aussi à répondre si Bathily vous porte une plainte éventuelle devant le juge? Là, il n'aura pas le choix. Oui. Si je dois répondre à une plainte, ce n'est pas à moi de le dire. Quand il y a une plainte contre vous, c'est la justice qui vous interpelle. Non, honnêtement. Moi, ce que j'ai dit. Monsieur le Président, dites-nous si le jour-là vous aviez rendez-vous avec Bathily ou pas. Y avait-il rendez-vous entre vous et Bathily ou pas? Vous allez, il a confirmé ça ici. Vous voulez m'amener à dire ce que je ne veux pas dire. Je ne veux pas rentrer dans un débat de personne. Parce que c'est un piège. Si jamais je rentre là-dedans, je ne vais plus travailler. Tous les jours, on dit tout sur moi. Tous les jours. Non, ce n'est pas la même chose. Ce que des citoyens lambda disent et ce qu'un ancien ministre, ancien garde-sceau, un de vos collègues dit, c'est pas la même chose. Il y a des accusations lourdes qui pèsent sur vous. Monsieur le Président, défendez-vous. Ces accusations, les Maliens, je pense, dans leur majorité, ont fait leur opinion sur ça. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est possible. Les Maliens vous attendent sur ce sujet. Ce n'est même pas Bathily, c'est la famille Bathily. Puisque je pense très bien. Le temps avait été donné par le fils. Beaucoup s'attendaient au côté spectaculaire du débat d'aujourd'hui. J'ai vu beaucoup dans les réseaux que c'est sur ça que les débats vont porter. Je vais vous dire que moi j'ai décidé la ligne de défense, que la presse, les hommes politiques qui parlent, qui sont en campagne, ce qu'ils disent, je ne réponds pas à ça. Les Maliens, vous savez... Bathily est en campagne contre vous. Vous savez, les Maliens... Bathily est en campagne contre vous. Non, je n'ai pas dit en campagne contre moi. J'ai dit des hommes politiques en campagne. On est en campagne politique aujourd'hui. Donc vous pensez qu'il est en campagne contre le président? Chacun développe ses arguments. Il est en campagne contre le président du M5 pour vous déstabiliser? Non, il est en campagne à ses dépens. Vous n'allez pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Moi, je suis en campagne politique. Tous les hommes politiques qui sont dans les médias, ils sont en campagne politique. C'est une façon de sensibiliser les gens. Donc, si quelqu'un, pendant ces messages, il édicte des choses, vraiment, allez-y lui demander qu'est-ce qu'il en fait. Donc, vous voulez dire que Bathily est en train de vous déstabiliser? Je ne veux rien dire. D'accord. Bon, il y a quelqu'un qui a fait des commentaires. Allez-y. On va en déduire qu'il n'a ni donné raison, ni tort. Ça, c'est vous qui concluez. Je vous ai dit que je ne débat pas de cette question. Vraiment, je ne réponds pas à ces questions. Ok, docteur Chogal, on va vraiment avancer. Non, on va avancer. Votre vérité, votre version, oui, on va vraiment avancer. Vous savez, j'ai vu ici des hommes politiques qui se sont mis à s'accuser et s'attaquer dans les réseaux sociaux. Oui. Je ne vais pas donner de nom, vous voyez. Est-ce que vous n'avez jamais vu dans ça? Je ne vais pas le commencer. Moi, je suis de ceux qui pensent que vous n'êtes pas capable de tuer une mouche. Beaucoup de gens le pensent. Mais et il y a cette accusation sur votre personne. Oui. Vraiment, donnez-nous seulement votre version. On n'aura rien de lui ce soir. Non, tu ne le défends pas. Allez-y. Non, on aura quelque chose de lui. Oui, sauf qu'on est appelé à gérer le temps également. Il faut qu'on avance dans les débats. À me faire parler du sujet, j'ai dit que je ne vais pas en parler. Quand quelqu'un dit dans la presse que vous êtes sur un lit de mort, vous-même, qu'un membre de votre famille est mort, au point que les gens se précipitent chez vous pour voir les conseils, est-ce qu'il est mort? Quand les gens sont dans ça... Vous êtes dans la confusion. Non, parce je ne suis pas dans vous répondez à ça. Non, je n'ai pas répondu. Vous répondez à ça parce que vous avez répondu pour dire qu'il n'y a pas eu de mort chez vous. Non, je n'ai pas dit. Vous refusez de répondre à non, je n'ai pas dit. Vous êtes dans la manière. Je n'ai pas répondu. Quand ça a été dit, il y a des gens qui m'ont dit de répondre. J'ai dit je ne réponds pas. Ok. Mais vous avez répondu. Non, je n'ai pas répondu. Si. J'ai dit quand les gens font ça, personne ne m'a entendu répondre à quelqu'un. Vous avez démenti. Je n'ai pas démenti. Je n'ai pas démenti. Je n'ai fait aucun démenti. Les Maliens ont fini par tirer les leçons que c'était une campagne contre moi. Docteur Chogal. En son temps. Docteur Chogal. Chana, s'il vous plaît, on va vraiment avancer. Non, je n'ai pas dit Bathily. Oui. On va vraiment avancer. J'ai insinué cela. Non, ça c'est vous qui le demandez. Je n'ai jamais dit qu'il est en campagne Docteur contre moi. Choguel Kokala. Allez-y lui poser la question. Docteur Choguel, tous les organes dégagés pour gérer cette transition ont tous été mis en place. Au constat, le M5 sort bredouille. Est-ce qu'on peut parler d'échec stratégique au niveau du M5? Le M5, si vous parlez en termes de postes à occuper, oui, vous pouvez parler ainsi. Le M5 a des convictions qui n'ont pas changé.
le M5, c'est un esprit qui n'a pas changé. Donc de ce point de vue, je pense qu'on est à une deuxième étape de notre lutte. La première étape, c'était de dégager ou de créer les conditions du changement. J'entends des gens dire que tout ce qui nous liait, c'était le départ de Ibeka. Moi, j'invite les uns et les autres à lire tous les documents qui ont été produits, que ça, ce n'était qu'une étape. Nous étions arrivés à la conclusion qu'il y a les leviers, principaux leviers du pouvoir. Tant qu'ils continuent à les détenir et continuent à gouverner par le passé de façon oligarchique et plutocratique, le pays va s'enfoncer. La preuve, c'est qu'au mois de juin, on a fait une concession de taille à la demande de l'imam Dicko, c'est de renoncer à la démission physique ici et maintenant de Ibeka. Nous avons dit, ok, ce n'est pas une question de personne. Les leviers du pouvoir qu'il détient pour déstabiliser et désorganiser notre pays, il faut lui les retirer. C'est lui qui n'a pas voulu. Donc quand les gens disent qu'on n'avait aucun projet, donc quand il est tombé, la réalité, c'est que les partenaires naturels du M5, ceux qui ont dit qu'ils ont parachevé le travail du M5, ceux qui ont dit qu'ils sont venus faire une transition civile, une transition politique civile, ont renié leurs engagements, ont renié leurs serments, ont renié tout ce qu'ils ont pris comme... Aujourd'hui, nous sommes dans une transition militaire où un groupe, une oligarchie, avant elle était civile, aujourd'hui c'est une oligarchie, c'est un petit groupe de gens, c'est ça la définition, qui détient la totalité du pouvoir, qui désigne un président, qui désigne un premier ministre, qui désigne un gouvernement, qui désigne des députés. C'est un régime militaire, c'est pourquoi le M5 a dit il ne peut pas servir de caution à un régime militaire déguisé. Mais vous avez demandé un quota au niveau du CNT. Mais si c'était pour vérifier le caractère militaire et oligarchique du régime, oui. Ils l'ont confirmé en faisant de façon tout à fait inacceptable. C'est-à-dire personne ne pouvait imaginer au XXIe siècle qu'on peut composer une assemblée ou qui la compose, c'est le gouvernement qui est chargé de contrôler, qui les nomme. Vous avez parlé de quelqu'un tout à l'heure en parlant de l'imam Dicko. Oui. L'imam Dicko. Oui. Et vos militants, sinon certains responsables même du M5, l'accusent d'être avec cette oligarchie que vous dénoncez. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec l'imam éclairé, pour reprendre Kaoudjoum? Bon, l'imam Dicko, vous savez, beaucoup ne comprennent pas. L'imam Dicko ne siège pas dans le M5. Il ne participe pas aux réunions du M5. Lorsque nous prenons des décisions, nous le voyons pour l'informer. Souvent, avant de prendre certaines décisions, nous le voyons pour l'informer, pour maintenir une certaine harmonie entre nous. L'imam Dicko nous a dit clairement, et je pense qu'il ne le cache pas d'ailleurs, il nous a dit que lui n'était pas d'accord pour qu'on fasse tomber Ibeka. Et il a expliqué. Nous, ce n'était pas notre opinion. On est resté quand même partenaires. Quand le régime a changé, il y a beaucoup de choses que les gens ont dit. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Pour moi, il y avait le M5, il y avait les militaires qui ont dit qu'ils sont venus parachever le travail du M5. Oui, mais s'ils font autre chose, qu'on ne vienne pas nous dire, c'est Dicko qui les a poussés là-dedans, ils ont été mal conseillés, ils ont été cessés. Si on leur avait dit de faire Harakiri, ils n'allaient pas le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, le M5 RFP dispose d'une autorité morale? Non, on n'est pas obligé d'avoir une autorité morale. Non, on vous demande, on n'a pas dit que vous avez obligé, on n'a pas, on vous demande si vous en avez aujourd'hui. Dicko nous a informé qu'il a décidé de retourner dans la mosquée. Nous avons décidé d'en prendre acte. Parce que la lutte politique, il faut que vous compreniez, il n'est pas un chef de parti. Il n'est pas à la conquête du pouvoir. À un moment donné, il était d'accord avec nous que le pays ne pouvait plus continuer à être géré ainsi. Il a participé à la lutte jusqu'à un certain moment. Aujourd'hui, c'est l'aile politique du M5 qui a décidé de continuer le combat pour obtenir le changement. Mais dans ça, vous ne pouvez pas obliger tout le monde à être là. Est-ce que vous partagez l'opinion de ceux qui pensent que Dicko joue avec les militaires contre les M5 RFP? Bon, ceux qui le disent, ça n'engage que... Moi, je n'ai pas surpris Dicko en train de discuter avec les militaires. Je n'ai pas rencontré les militaires. Il y a des gens qui les ont rencontrés, ils leur ont dit, je n'ai rencontré personne pour parler de qui que ce soit. Ouais, je maintiens aux positions officielles. Quand je suis allé en réunion avec les camarades d'Akati, je ne suis jamais allé à Akati voir quelqu'un. Vos relations avec Dicko, aujourd'hui, est-ce qu'elles sont bonnes comme hier? Non, elles ne sont pas comme hier, naturellement, parce que la preuve, c'est qu'on ne vient pas lui faire des comptes rendus de nos réunions. Pourquoi? Mais parce qu'il a décidé, à un moment donné,
qu'il rejoint la mosquée. Ok. Est-ce qu'il est véritablement dans la mosquée? Bon, ça, c'est à vous d'apprécier. Vous aussi. Non. Depuis... Nous, on s'en tient, on a pris acte de sa décision. Mais le fait de continuer à le vilipender, et les gens l'attaquent, bon, chacun a sa Les gens façon. l'attaquent, vous ne dites rien. Et Non, la plupart des mais- gens, de ceux qui l'attaquent, ce mais- sont vos partisans. Et vous ne dites rien. Mais pourquoi on va dire quelque chose? Ok. Vous applaudissez dans les coulisses. Ah non, moi je n'applaudis nulle part. Ok. Moi je continue mon combat pour le changement. Docteur, Et j'ai toujours dit aux camarades, j'ai dit à tout le monde et aux militants, dans la vie, il faut savoir raison garder. Il ne faut jamais insulter ni le passé, ni l'avenir. Vous avez Les- insulté Ibeka, le passé. Non, on n'a pas insulté le passé. Ibeka, à un moment donné, on avait eu confiance en lui. Quand on s'est rendu compte que la confiance a été trahie, nous avons dit, nous ne sommes plus avec lui. Ça, on n'a pas insulté. ok. Bon, Donc, Allez-y, allez-y. donc quand je dis ne pas insulter le passé, les gens ont vu les camarades du M5 ensemble ici, sous les feux, sous les gaz, sous les balles. Aujourd'hui, parce qu'on n'est pas d'accord sur l'appréciation de la situation présente, je pense qu'on ne doit pas s'insulter. On doit faire, si c'est nécessaire, un divorce à l'amiable. Parce que dans la vie, qu'est-ce qui me dit que demain on ne peut pas se retrouver encore pour une autre lutte patriotique, pour d'autres raisons? Même au niveau du M5, je le dis souvent. Y J'ai dit compris aux avec uns aux Ibeka, autres, y j'ai dit compris aux avec uns aux Ibeka, autres, peut-être. j'ai dit aux uns aux autres, faites attention. Faites en sorte qu'après le M5, on puisse se regarder sans problème. Oui. Vous pouvez demander. Ok. Même avec Ibeka, vous croyez qu'il n'y aura pas une recomposition de la scène politique? Mais il y a que les naïfs qui ne comprennent Donc pas. ça ne vous gênerait pas demain d'être un allié d'Ibeka ou de son parti? Non, Ibeka, je pense qu'il va quitter la scène. Et son parti? Mais son parti, c'est un parti politique, c'est des Maliens. Ok, on va laisser Abdraman. Est-ce que Allez-y, vous Abdraman. croyez Ok. que nous, on va jeter l'anathème comme les gens l'ont fait en 91 sur l'UDPM Allez-y, pour dire Abdraman. que tous les RPM sont mauvais? Nous savons très bien que souvent il y a des responsables, des militants RPM qui sont meurtris. Dans les manifestations à la place de l'indépendance, on voit des militants individuellement qui viennent des partis dits de la majorité. Nous savons très bien que cette oligarchie dont on parle, en a imposé à tout le monde. Les militants du RPM, beaucoup ne peuvent pas parler parce que certains sont impliqués dans la mauvaise gestion. Il y en a par honneur et dignité, ils ne veulent pas qu'on les voit en train de procéder contre Ibeka. D'autres ont peur. D'autres se disent que vraiment, ces gens du M5, Oui, on ne sait pas mais- qu'est-ce qu'ils monsieur- veulent. monsieur- Mais de là à jeter l'anathème, Monsieur Bega, moi monsieur- je ne serais pas monsieur surpris. Bega, oui. Moi je ne serais pas surpris que demain, certains du M5, militants de base ou non, se retrouvent avec un candidat et que ce candidat peut-être se retrouve avec un autre. Mais la politique, c'est à chaque étape, il faut poser les problèmes qu'on veut résoudre. Allez-y, Ouais, Abdraman. mais- On ne peut ouais, pas monsieur- dire monsieur Mega, parce que nous quelqu'un avons était avec compris. Ibeka, Nous avons on peut pas. nous avons- C'est ce qui est bien nous avons compris. Nous avons Oui. compris. Nous avons En bien 91, compris. ils ont fait ça. Nous Ça avons- servait à quoi? nous Ils avons ont couru bel- tous après pour nous avons- aller- nous avons bien compris. pour Nous aller avons- prendre oui. les responsabilités Nous du avons bien Attends. nous avons bien compris. Allez-y, Abdraman. Mais parlant Pourquoi d'Ibeka, j'ai- parlant la- d'Ibeka, récemment encore en prenant la parole, je pense que c'était à Cathy, je vous ai entendu dire que vous étiez convaincu que le pouvoir allait tomber parce qu'il a trahi le peuple. Est-ce que vous Absolument. pensez qu'un destin similaire s'annonce pour le pouvoir, la transition actuelle et ses alliés? La transition actuelle, mon opinion est très claire, je l'ai dit, et je le répète, je l'assume. Ils iront dans l'impasse s'ils continuent à gouverner de cette façon. La gestion Ah, donc ce n'est pas oligarchique- encore irréversible. irréversible. Ce n'est pas encore irréversible. Quoi? Le chemin qu'ils sont en train de prendre n'est pas encore Mais irréversible. ce chemin-là, il va dans une impasse. C'est pourquoi j'ai dit l'autre jour, Vous voulez dire que Nous la voulons- transition va tomber? j'avais dit l'autre jour, La transition va tomber, c'est ce que vous voulez dire? laissez-moi dire ce que je veux dire. J'ai dit que nous ne voulons pas d'une rupture de la transition, nous voulons d'une transition de rupture. Ok. Je m'explique. Rupture de la transition, c'est œuvrer pour les faire tomber tout de suite. Ça, ce n'est pas dans la ligne du M5 à la date d'aujourd'hui. Par contre, nous voulons que les idéaux qui ont nourri la mobilisation, la lutte contre la corruption, les poursuites contre ceux qui ont donné l'ordre de tirer et tuer les militants du M5, les 10, 11, 12, et avant ça à Sikasso. Nous voulons que les grands dossiers de corruption qui ont mis notre armée à terre, où près de 50 à 60% des fonds alloués à l'armée ont été détournés. Ces dossiers doivent être sur la table. Nous voulons que les réformes politiques et institutionnelles, pour que plus jamais on crée une situation où on s'installe au pouvoir, on fait ce qu'on veut, Ok. qu'elles soient faites. Sinon, on ne fait pas ça. Je vais vous dire ce qui va arriver. Aucun pouvoir politique au Mali ne sera plus en sécurité.
On a écrit en 91 que le coup d'État est un crime imprescriptible. Il y a eu coup d'État en 2012. Après, on a vu les gens voter pour donner l'amnistie. On a dit, bon, c'est la dernière fois. Il y a eu encore coup d'État. Vous reconnaissez que c'est un coup d'État? Cette fois-ci, on vient dire qu'on veut une assemblée qui va donner l'amnistie à ceux qui ont fait ça. Okay. Non, ce n'est pas moi c'est leur comportement qui montre que c'est un coup d'État. Pour nous, c'est une insurrection. C'est un parachèvement de l'insurrection. Okay. C'est eux qui ont transformé de par leur comportement en un coup d'État. Et donc, si on reste dans ça, de façon cyclique, un groupe de militaires va se lever, renverser les institutions. Vous avez parlé de réformes. Pardon, je te précise. Vous avez parlé de réformes en étant absent des paliers, des structures de l'État où cette réforme est. Comment vous comptez y participer, prendre part à ces réformes-là? Nous pensons que c'est une mauvaise voie. Nous allons déterminer à partir de la semaine prochaine, ça va être rendu public, notre vision de la transition et les étapes par lesquelles il faut passer pour que la transition réussisse. Toutes ces questions auront des réponses. Je ne voulais pas dévoiler toutes nos stratégies avant que officiellement ça ne soit rendu public. Je serais prêt à revenir ici dans les débats. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Avant dernière question de l'émission, s'il vous plaît, que reste-t-il du M5 aujourd'hui après sa mort annoncée par le coordinateur général de la CEMAS? Aujourd'hui, on entend peu le M5. D'autres disent que le M5, hormis la surenchère verbale, on entend peu le M5. Le M5 se porte très bien. Ceux qui ont annoncé la mort du M5, je me demande d'ailleurs pourquoi on continue à parler du mort. Si tu vois qu'on en parle jusqu'à présent, c'est qu'il n'est pas mort. Ce que je veux que les gens comprennent. Vous savez, quand on dit qu'on commence à travailler à 7h30, quelqu'un qui se lève à midi peut venir dire qu'on s'est réveillé trop tôt. Je pense que certains sont dans ça. La lutte pour le changement a commencé bien avant. Il y en a qui ont dit que c'est avec le M5 que ça a commencé. Mais dans le M5, il y a des composantes qui se battent contre la façon de gérer bien avant. D'autres en 2013, d'autres en 2018, d'autres en 2020. Donc la lutte n'a pas commencé le 5 juin, comme j'entends certains le dire. Deuxièmement, on ne cherche pas coûte que coûte à faire Patrie Beka en ne sachant rien que faire. On avait prévu ce qu'il faut faire. Il y a eu un détournement d'objets du changement. Il y a une confiscation à travers des manifestations de trahison qui sont inacceptables. Aujourd'hui, le M5 a décidé de faire un repli stratégique qu'il a fait pour réfléchir, pour consacrer du temps à la réflexion. Cette réflexion est pratiquement arrivée. Nous allons passer à l'action dans les semaines à venir. Et les gens verront que le M5 n'est pas mort. En 10 secondes. 10 secondes. Oui, on vous présente comme le président aujourd'hui. Partout où on va, on vous présente comme le président du comité stratégique du M5 RFP. On a l'impression que vous êtes en train de vous sacrifier pour un mouvement aléatoire aux dépens de votre parti. Qu'est-ce que le MPR même est devenu, dont vous êtes le président aujourd'hui? On n'entend plus parler du MPR. Aujourd'hui, c'est jeudi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Le samedi, j'ai une réunion de la direction du parti élargie aux femmes et aux jeunes avec ordre du jour. Imaginez-vous la lutte du M5, les perspectives pendant la transition. Ça, c'est le samedi tout près. Les débats ne se sont jamais arrêtés. C'est-à-dire que les gens même au sein du MPR, c'est du M5 qu'on parle. Oui, mais M5, aujourd'hui... Est-ce que le M5 n'est pas en train de vous absorber? M5, c'est un esprit. Physiquement et même... Non, c'est un esprit. M5, aujourd'hui, moi, je suis à la disposition de toutes les structures du M5. Naturellement, quand les gens vous investissent d'une telle responsabilité, il faut être disponible. Et les militants de mon parti, les responsables le comprennent. C'est pourquoi eux, je les rencontre une fois par mois. Mais pas tous les jours comme dans les autres cas. Monsieur le Président, vous avez parlé d'élaboration de stratégies et que vous gardez jalousement. Déjà... Comme toujours d'ailleurs. On n'avait pas terminé. C'est fini maintenant. On va rendre public la semaine prochaine. On a un point de presse. Un point de cette stratégie. Il s'agit de l'invalidation du Conseil national de transition parce que vous menacez d'attaquer le décret devant la justice. Nous avons effectivement annoncé que nous nous réservons le droit d'attaquer ce décret qui est illégal et illégitime. Ce travail fait partie des éléments de la stratégie de lutte. Nous allons tous les répertorier le lundi dans toutes les actions à mener. La justice, les points de presse, les manifestations de rue. Vous allez sortir encore? Non, j'ai dit, tout ça c'est des hypothèses qui vont être envisagées. Maintenant, il nous appartiendra, en fonction de la situation,
de mettre en œuvre tel ou tel élément de notre stratégie. Mais ceux qui pensent que le M5 est mort, je pense qu'ils l'apprendront à leur dépens. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cette audience, mais avant de lever la séance, nous allons nous retirer pour procéder à la délibération. Abdraman Keïta. Bon, je pense que l'oiseau de mauvais augure qui était Chana avait annoncé déjà que Choguel ne sera pas le même ce soir. Oui, parce que je n'ai pas voulu répondre à comme Bakili. lui-même, non, comme lui-même, effectivement, il est un peu dans les demi-mots, dans l'équilibrisme quelque part, qui ne nous satisfait pas et ne satisfait pas non plus, comme lui-même il l'a dit, l'opinion qui était là grandement, qui avait grandement les oreilles et les yeux ouverts devant les spectateurs devant leur petit écran pour savoir ce qu'ils pensent de certaines questions par rapport auxquelles il a battu en touche. Il a botté en touche, je veux dire. Bon, je ne sais pas, on ne peut que lui accorder un sursis en attendant, comme il l'a dit, qu'il sera prêt à débattre des stratégies qu'ils sont en train d'élaborer pour les futures étapes de leur lutte. Nous l'attendons encore dans ce cas. Oui, monsieur le président du tribunal, j'avais dit que nous attendons de Choguel qu'il nous parle de façon sincère, sans porter de gants. Malheureusement, ce n'est pas le même Choguel que j'ai toujours connu, que j'ai vu ce soir. Un Choguel complaisant. Un Choguel qui refuse de donner sa part de vérité. Choguel est connu pour son honnêteté, pour sa sincérité, pour ne pas pratiquer la langue de bois, pour ne pas dire les choses en portant des gants. Nous n'avons pas vu le même Choguel aujourd'hui. Nous avons vu un autre Choguel qui est même complaisant par moments envers les autorités de la transition qu'il ne cesse très souvent de critiquer. Je pense que Choguel mérite aujourd'hui une condamnation, ne serait-ce qu'une condamnation avec sursis, en attendant d'autres jours où il pourra vraiment nous éclairer largement sur les questions non répondues. On va vous retourner la parole. Considérant ces nombreux en attendant prononcés par mes brillants jurys, nous allons mettre cette affaire en délibéré. Nous avons déjà deux affaires en délibéré. Il y avait Akori qui était en délibéré. Il y a eu trop de en attendant. Donc ça veut dire la condamnation qu'il y a des zones membres du jury ont requis le sursis. Le président prononcé le sursis. Oui, mais nous allons décider ce soir de mettre cette affaire en délibéré et le verdict sera prononcé incessamment. Docteur Choguel Kokala Maïga. Donc le verdict est déjà comme tous ceux qui se présentent devant les jurys, me donner la parole. Je voudrais que vous seriez, vous aurez remarqué que toutes les questions qui sont à caractère personnel, c'est sur ça que vous avez estimé que j'étais complaisant. Parce que c'est une question de principe pour moi, je ne rentre pas dans les débats à caractère personnel. Vous êtes des journalistes. Nous n'avons pas estimé Chana c'est normal. Complaisant. C'est normal que vous poussez jusqu'à ce que l'auditoire, parce que j'ai vu beaucoup de messages sur les réseaux, les gens attendaient, vous êtes dans votre rôle. Moi, je suis dans mon rôle aussi. Mais sur les questions de principe, je vous dis que je fais des débats d'idées et je débat des événements. Vous aurez vu mon jugement sur la façon dont la transition est conduite. On ne peut pas avoir plus critique contre un régime que de dire que c'est un régime militaire déguisé. Que c'est une oligarchie qui est en train de prendre le Mali en otage. On ne peut pas dire après ça que je suis complet. Parce que ça, c'est le débat d'idées, c'est le débat politique. Mais quand c'est les personnes, mais je ne peux pas. Ou bien sur le président ou les ministres de la transition, mais ils ont la main à la pâte. Ils viennent d'arriver. Mais il a parlé des ministres. Nous allons mettre. Vous avez parlé des ministres. Ça, c'est sa façon. Non, ça, c'est sa façon de gérer les syndicats. C'est l'événement. Ce n'est pas lui sa façon de gérer d'une façon générale. Nous sommes au terme de cette audience. Notre invité était Dr Choguel Kokala Maïga, président du mouvement du 5 juin du M5 RFP. Merci d'être passé, Dr Choguel Kokala Maïga. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Et remercier vos téléspectateurs et les membres du M5. La lutte va continuer. La victoire sera au bout. Le changement sera imposé parce que c'est ça la volonté du peuple malien. Et je suis sûr que le M5 est prêt aujourd'hui. La base du M5. Dans toutes les régions, aujourd'hui, on a des coups de fil tous les jours. Qu'est-ce que vous attendez? Lèvons-nous.
on va se lever après avoir réfléchi. La réflexion précède l'action. Ok. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury. Clin d'œil, s'il vous plaît, à tous nos téléspectateurs qui nous regardent dans le cercle de Yanfrila grâce à Renouveau TV.